Les plus grands yeux du règne animal appartiennent au calmar colossal. Cette créature possède très probablement la plus grande paire d'yeux qui ait jamais existé sur notre planète. Ils peuvent atteindre un diamètre étonnant de 27 cm, soit la taille d'un ballon de basket. Le calmar colossal a besoin de tels yeux non seulement pour mieux voir ses proies, mais aussi pour se protéger des prédateurs sous-marins. Ses yeux sont orientés vers l'avant, ce qui lui confère une vision binoculaire. À ne pas confondre avec le calmar géant, qui a les yeux placés de chaque côté de la tête, ce qui lui permet également de voir les prédateurs. Mais comme il n'a pas de vision binoculaire, il n'est pas très doué pour évaluer les distances. Le calmar colossal, comme beaucoup d'autres espèces de calmars, possède des photopores, ou organes lumineux, un dans chaque globe oculaire. Semblables aux phares d'une voiture, ces organes lumineux sont constitués de lignes verticales, situées à l'arrière des globes oculaires. Malgré cette caractéristique plutôt sympa, il est peu probable qu'il ait la vision des couleurs, à l'instar de la plupart des animaux des grands fonds. En effet, dans les profondeurs de l'océan, où il fait très sombre, ils n'en ont pas vraiment besoin. Les humains, par exemple, ont des yeux qui peuvent détecter la lumière jusqu'à une profondeur d'environ 500-600 mètres, pas plus. Comme les calmars colossaux vivent à plus de 1000 mètres sous la surface, ils ont dû s'adapter pour être capables de voir dans une obscurité presque totale. C'est pourquoi ils ont de très grandes pupilles, d'environ 8 cm de diamètre. Cela leur permet de capter chaque particule de lumière dans ces environnements hostiles. De grands yeux ne sont pas nécessairement synonymes de grand corps, il suffit de poser la question aux tarsiers. Il s'agit d'un groupe de primates qui a les plus grands yeux par rapport à sa taille. Chacun de leurs yeux est aussi grand que leur cerveau. On trouve ces animaux aux aires de Gollum en Asie du Sud-Est. En raison de la taille de leurs yeux, ces petits animaux ne sont pas en mesure de les faire pivoter complètement et utilisent donc leur cou pour élargir leur champ de vision. À l'instar des hiboux, leur cou peut pivoter d'environ 120 degrés de chaque côté. Les tarsiers sont des animaux nocturnes et utilisent ces yeux bizarres pour chercher leur proie. Ils ne font pas beaucoup d'efforts en dehors de cela. Ils attendent simplement que la proie s'approche d'eux, assis patiemment dans l'obscurité. En parlant d'yeux petits mais efficaces, certains types d'yeux de libellules sont équipés d'environ 28 000 lentilles, soit plus que chez n'importe quel autre animal vivant. Et comme leurs yeux couvrent la quasi-totalité de leur tête, elles ont une vision à 360 degrés. Mais un animal peut-il survivre sans paupières ? La plupart des êtres vivants ont évolué pour avoir des paupières afin de protéger leurs yeux des saletés. Les paupières nous aident également dans les environnements très lumineux ou lorsque nous sommes exposés à une forte chaleur. Enfin, les paupières contribuent à la lubrification des yeux afin qu'ils ne se dessèchent pas et ne perdent pas leur fonction. Les geckos nocturnes n'ont pas de paupières, mais ils ont trouvé une autre méthode unique. Ils condent sur leur langue pour garder leurs yeux lubrifiés et propres. Ils voient également très bien dans la pénombre car, la nuit, leur vision est 350 fois plus sensible aux couleurs que la nôtre. Je dois admettre que j'aimerais avoir des yeux qui changent de couleur de temps en temps. Malheureusement pour moi, je ne suis pas né reine de l'Arctique. Leurs yeux peuvent changer de couleur en fonction de la saison. En été, par exemple, leurs yeux deviennent dorés, tandis que pendant les mois les plus froids, ils ont les yeux bleus. Les yeux de ces animaux se sont adaptés et acquis cette flexibilité en raison des variations constantes de la luminosité dans leur habitat hostile. Avez-vous déjà entendu parler d'un poisson à 4 yeux ? Son nom officiel est l'anableps, ou 4 yeux à grandes écailles. Il a la capacité de voir sous l'eau et sur l'eau, simultanément. Comment cela est possible ? Parce que ses yeux sont divisés en deux par une ligne horizontale. Chacun de ces demi-yeux possède sa propre pupille et sa propre rétine, ce qui signifie qu'ils peuvent agir séparément. Cette disposition unique de ses yeux permet au poisson de voir ses prédateurs dans le ciel et de repérer les insectes sur la terre ferme, qui constituent l'essentiel de son menu. Les yeux des autruches sont plus grands que leur cerveau. De tous les animaux terrestres, ce sont eux qui ont les yeux les plus grands, puisqu'ils mesurent environ 5 cm de diamètre. Mais si vous regardez bien, vous verrez aussi que les yeux des autruches sont dotés de cils, longs et denses. Il ne s'agit pas vraiment de cils, car ils ne sont pas constitués de poils. Ces longues mèches s'apparentent plutôt à des plumes et permettent à ces énormes oiseaux de se protéger contre le sable volant et contre la lumière du soleil. Les caméléons comptent parmi les plus beaux yeux du monde. Ils ont la capacité de bouger indépendamment l'un de l'autre.
ce qui permet à ces reptiles d'avoir une vision à 360 degrés. Ce reptile peut utiliser la vision monoculaire, c'est-à-dire lorsque les deux yeux fonctionnent séparément, et la vision binoculaire, lorsque les deux yeux se concentrent sur la même chose. On pourrait dire que l'oursin pourpre est un œil géant. En effet, toute la surface de son corps est remplie de photorécepteurs qui le rendent sensible à la lumière et lui permettent de voir dans toutes les directions. De temps en temps, il a besoin de diriger la lumière pour mieux voir. La créature utilise ses épines pour empêcher une partie de la lumière d'atteindre son corps. Certains yeux du règne animal ont dû s'adapter à des climats très chauds, comme c'est le cas des chameaux, par exemple. Ces animaux ont de très longs cils qui les aident à se protéger du sable. L'œil du chameau possède également une troisième paupière, qui s'étend d'un coin de l'œil à l'autre. Comme leur environnement est rempli de petites particules de poussière, ils doivent nettoyer leurs yeux plus fréquemment que les autres espèces. Comme tous les autres prédateurs, les hiboux ont une caractéristique commune avec les humains, ils peuvent voir en 3D. Les hiboux en ont besoin pour mieux calculer la distance qui les sépare de leur proie. Mais une question se pose. Comment ces yeux gigantesques s'intègrent-ils dans le petit crâne d'un hibou? Il s'avère que ces oiseaux ont dû redessiner la forme de leurs yeux. L'œil d'un hibou n'est pas une sphère, il est plus allongé. Les os du crâne de l'oiseau ont une structure spéciale composée d'anneaux sclérotiques. Cette structure aide à soutenir ces énormes yeux et à les maintenir en place. C'est à cause de ces anneaux que les hiboux ne peuvent ni pas faire pivoter leurs yeux et regardent toujours droit devant eux. Ils doivent donc utiliser leur cou pour voir autour d'eux. La crevette menthe possède probablement les yeux les plus complexes de tout le règne animal. Nous, les humains, n'avons que 3 types de cônes dans nos yeux, ce qui nous permet de voir les couleurs du rouge au violet. La crevette menthe, elle, possède 16 types de cônes. Elle ne voit peut-être pas des couleurs différentes des nôtres, mais elle possède l'un des meilleurs systèmes de reconnaissance des couleurs qui soient. Ces récepteurs ultra sophistiqués de couleurs leur permettent de réagir très rapidement à chaque petit changement de teinte, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs. Lorsque vous pensez à des animaux dont les pupilles sont vraiment uniques, les moutons et les chèvres ne sont pas les premiers sur votre liste, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Les pupilles de la chèvre ont en effet la forme d'une ligne horizontale, ce qui n'est pas sans utilité. Les données fournies par les chercheurs indiquent que la forme des pupilles et l'orientation des yeux sont liées aux activités quotidiennes de chaque type d'animal. Prenons l'exemple des grands prédateurs diurnes, comme les loups. La plupart d'entre eux ont les yeux tournés vers l'avant et les pupilles rondes. En revanche, les animaux plus petits, comme les serpents, les chats ou les renards, qui vont chercher leur nourriture de jour comme de nuit, ont des pupilles à fente verticale, mieux adaptées à la vision nocturne. Les animaux plus vulnérables, comme les chevaux et les cerfs, doivent être constamment sur leur garde. Ils se sont donc adaptés pour avoir des pupilles horizontales, larges et étroites. Cela leur permet d'étendre leur champ de vision, qui est plus large que celui de tout autre animal. De plus, lorsqu'ils gardent la tête basse, leurs yeux tournent, ce qui leur permet de surveiller leur environnement. Il s'avère que les étoiles de mer n'ont pas de tête. Elles sont la tête. Lorsque vous observez une étoile de mer, vous vous dites sûrement qu'elle n'a que 5 bras. Les savants ont toujours été curieux de savoir pourquoi les étoiles de mer ressemblaient à cela, et, en particulier, où se trouvait vraiment leur tête. La plupart des créatures, nous y compris, possèdent des corps bilatéralement symétriques, ce qui signifie que vous pouvez les scinder au milieu et obtenir 2 côtés qui correspondent. Mais les étoiles de mer, ainsi que les oursins plats et les anémones de mer, sont différents. Ils possèdent une symétrie radiale, ce qui signifie que leurs corps ont des parties identiques mais réparties à partir du centre. Les étoiles de mer, ou astéries, sont particulières en raison de cette symétrie à 5 branches, et l'on peut les diviser en 5 parties égales. Pour réaliser cette découverte, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée tomographie ARN, qui aide à l'étude des gènes. Ils se sont concentrés sur ceux qui déterminaient la couche extérieure, incluant le système nerveux. Étonnamment, les gènes associés étaient actifs dans la tête de l'étoile de mer, ainsi que dans ses bras. Pourtant, les gènes liés au tronc étaient à peine actifs. Cela suggère que les étoiles de mer présentent une séparation unique entre leur tête et leur corps. L'étude a suscité de nouvelles questions sur l'évolution de ces créatures et sur ce à quoi leurs ancêtres dotés de troncs auraient pu ressembler, en se basant sur leurs fossiles. Elle a également montré que les gènes actifs dans le système nerveux d'un entéropneuste se trouvaient également actifs dans la peau de l'étoile de mer,
recouvrant tout son corps. Ces gènes sont les plus actifs au centre de chaque bras, changeant vers l'extrémité pour s'apparenter davantage aux gènes que l'on trouve à l'arrière d'autres animaux. Les étoiles de mer sont dépourvues des gènes qui constituent un torse. Tout cela a remis en question notre conception de leur anatomie. Il existe une rumeur selon laquelle Paul McCartney aurait enregistré un sifflement ultrasonique pour son berger des Shetland, à la fin de la chanson des Beatles, A Day in the Life. Les chiens peuvent percevoir ces ultrasons car leur ouïe est phénoménal. Pour remuer une seule de leurs oreilles, ils doivent faire appel à 18 muscles différents. Cela leur permet de localiser rapidement l'origine des sons, et c'est une autre compétence où ils nous surpassent de loin. Leurs incroyables oreilles font parfois de l'ombre à leurs truffes. L'odorat des chiens est jusqu'à 100 000 fois plus affûté que celui des humains. Lorsque nous n'avons qu'environ 5 millions de récepteurs olfactifs, un chien de chasse peut en compter jusqu'à 300 millions. Une autre étude a prouvé que les chiens et les grands dauphins pourraient partager une fascinante similitude avec les humains. Ils appellent leurs proches par leur nom lorsqu'ils se retrouvent séparés. Cela ferait d'eux les premiers animaux connus pour cela. Ces recherches ont révélé que les dauphins reproduisaient les sifflements caractéristiques de l'un des leurs lorsqu'ils étaient éloignés de leurs congénères. Dans les enregistrements du programme de recherche sur les dauphins de Sarasota, des paires de dauphins ont été gardés dans des bassins séparés, mais ils pouvaient toujours communiquer entre eux. Et leur bavardage imitait les sifflements uniques de leurs compagnons dauphins. Ensuite, nous avons les flamands et leurs pratiques alimentaires si particulières. On les voit souvent se nourrir avec la tête positionnée à l'envers. Ce comportement distinctif est lié à l'anatomie de leur bouche et à la mécanique de leur long cou élégant. Ces oiseaux sont des animaux filtreurs, qui utilisent leur langue comme des tamis efficaces pour trier la nourriture. Lorsqu'un flamand trempe son cou dans l'eau, il positionne essentiellement sa bouche à l'envers. Ensuite, l'oiseau rabat son bec et propulse habilement l'eau à travers des extensions en forme de peigne le long de celui-ci. Il utilise également sa langue pour expulser l'eau, tout en retenant toute la nourriture collectée. Si vous avez regardé le film La sagesse de la pieuvre, vous savez peut-être déjà que celles-ci sont capables de nouer des liens avec les humains. Mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'anatomie de cette créature. Les pieuvres ont 3 cœurs. Un cœur pompe le sang à travers leur corps et les 2 autres travaillent de concert pour envoyer ce sang vers les branchies de l'animal. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux. Chacun de leurs 8 tentacules a son propre mini-cerveau. Ceux-ci permettent à chaque tentacule de se mouvoir indépendamment, à une vitesse fulgurante. Il y a également un 9e cerveau, qui supervise l'ensemble du système nerveux de l'octopode. Les opossums sont aussi très intelligents, à leur manière. Ils sont connus pour feindre la mort lorsque leur vie est menacée. S'ils sont confrontés à des prédateurs, les opossums tentent d'intimider leurs ennemis en montrant leur croc, en sifflant et en grognant. Toutefois, lorsque toutes ces tactiques échouent, les opossums se résignent à fermer les yeux et s'effondrent sur le côté pour faire semblant d'être morts. Pour parfaire l'illusion, un opossum peut également baver, laisser pendre sa langue et même se faire dessus pour mieux laisser croire à une mort soudaine. Il est remarquable que les opossums puissent maintenir un tel état pendant plusieurs heures, en attendant d'être sûrs que la menace est disparue. Les singes peuvent être très bruyants lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. Mais le cri du singe hurleur peut parcourir environ 5 km si les bonnes conditions sont réunies. Les mâles sont généralement plus bruyants que les femelles. Ce son est en fait créé en tirant de l'air à travers l'espace d'un grand os qui se trouve dans la gorge de l'animal. Cet os est plus grand chez les mâles que chez les femelles, et c'est pourquoi les mâles hurlent plus fort. Les ours polaires ont une peau noire sous toute cette fourrure. Leur pelage blanc et duveteux est en fait translucide. Il semble seulement blanc car il réfléchit la lumière visible et la peau en elle-même est d'un noir profond. Ces plantigrades sont tout aussi impressionnants quand il s'agit de nager. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 10 km/h dans l'eau, ce qui est plutôt rapide pour de si grosses créatures. Ils peuvent nager sur des kilomètres et continuer pendant des heures. Leurs grandes pattes sont faites pour la nage. Ils les utilisent pour pagailler dans l'eau tandis que leurs pattes arrière restent droites et agissent comme gouvernail, les aidant à se diriger. Puisque nous avons été voir les ours polaires, nous pourrions tout aussi bien ajouter un fait romantique sur les manchots. Les manchots Papou et Adélie se mettent en avant avec de généreuses propositions. Ils offrent à leurs partenaires potentiels des cailloux précieux,
essentiels en vue de la construction de leur nid dans les paysages désolés de l'Antarctique. Si la femelle manchot accepte ce caillou, ils sont liés pour la vie et prêts à s'accoupler. Une autre étude a révélé que nos adorables chats domestiques partageaient plus de 95% de leur patrimoine génétique avec les tigres. Ces charmantes boules de poils reproduisent également de nombreux comportements de leurs parents sauvages, comme marquer leur territoire au moyen de leur odeur, et le classique, traquer et bondir en guise de jeu. Biologiquement, néanmoins, le cerveau d'un chat est assez similaire à celui d'un humain. Nous partageons des régions émotionnelles identiques dans nos cerveaux. Les chats peuvent également produire jusqu'à 100 sons différents. Les hiboux ont des tubes, ou cylindres, oculaires. Ces yeux de forme allongée n'accomplissent pas le même mouvement que nos globes oculaires. Nos yeux peuvent se déplacer dans presque toutes les directions. Les hiboux, eux, doivent effectuer un tour complet au moyen de leur corps ou de leur tête pour regarder autour d'eux. Tout cela en raison de leur vision nocturne. Pour maîtriser l'art de voir dans l'obscurité, ils ont besoin de grandes cornées, capables de recueillir chaque particule de lumière. La plupart des animaux nocturnes, comme les lorilans ou les tarsiers, ont d'énormes yeux pour s'acquitter de cette tâche. Mais les hiboux ont de petits crânes, de sorte que leurs yeux ne pourraient pas grandir davantage. Les cafards sont connus pour leur capacité à survivre, et une raison clé à cela réside dans leur structure cérébrale unique. Ils possèdent 2 cerveaux, un dans leur tête et un plus rudimentaire au niveau de leur abdomen. Si elles sont si difficiles à attraper, c'est parce que ces bestioles réagissent extrêmement vite. Elles ont de petits poils sur leur arrière-train qui peuvent ressentir la moindre brise. Lorsque ces poils tressaillent, le cafard ne perd pas de temps. Il passe instantanément en mode évasion. Des recherches ont montré qu'un cafard pouvait réagir en seulement 1/20 de seconde. Ainsi, au moment où nous allumons la lumière ou attrapons quelque chose pour l'écraser, le cafard est déjà en train de filer à toute vitesse. Les chats peuvent faire des rêves. Parfois, vous pouvez voir les moustaches de votre chat remuer ou ses pattes donner de petits coups pendant qu'il dort. Cela ne signifie pas nécessairement que votre animal fasse un cauchemar. Il suffit de s'intéresser au sommeil humain pour avoir une idée de ce qui se passe chez nos amis félins. Pendant le sommeil paradoxal, ou REM, notre cerveau devient très actif, presque autant qu'à l'éveil. C'est aussi le moment idéal pour rêver. Le sommeil REM est ainsi nommé en raison des mouvements rapides que font nos yeux sous nos paupières. Mais alors que nos yeux peuvent bouger, le reste de notre corps demeure immobile. L'accent est mis sur ce qui se passe dans nos têtes. C'est aussi vrai pour les chats. Hormis un mouvement par-ci, par-là, les chats ne bougent généralement pas beaucoup lorsqu'ils roupillent. J'ai une sacrée nouvelle pour vous. Les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit, ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer. Cette corne sur leur tête n'est pas une défense. C'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses. Ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement roses ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents. Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs, et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées.
Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux. Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins balinas et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps, sinon ils arrêteront de respirer. Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis. Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxuranius microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement. On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid,
Certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aient également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement un mva, 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de balles extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces balles peuvent étourdir, ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez. C'est juste une journée ordinaire. Comme d'habitude, tu prends une douche avant de commencer à te préparer pour le travail. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce que tout parte en cacahuète. Un geste maladroit, un peu d'eau renversée sur le sol, et te voilà en train de battre des bras en l'air, ton corps se rapprochant du sol à une vitesse effrayante. Tout devient noir. La première chose que tu entends est un sifflement aigu dans ta tête. Aïe, ta tête, aïe. Tu te lèves avec précaution. Il n'y a pas de sang, et c'est tant mieux. Ce qui est encore mieux, c'est que le bruit agaçant s'arrête brusquement. En te tenant la tête, tu sors de la salle de bain et tu manques de trébucher sur ton chat Milo. Il miaule, puis une voix claire dans ta tête te dit « Espèce de gros maladroit !» Hein ? Tu tournes la tête avec effroi, mais tu ne vois personne. Il n'y a que toi et... Milo ? Tu t'es probablement cogné la tête plus fort que tu ne le pensais. Tu hausses les épaules et tu te diriges vers la cuisine. Milo te suit. Tu entends des ronchonnements incessants. Pourquoi lui peut-il dormir dans la chambre alors que je suis interdit de séjour ? Pourquoi n'ai-je pas encore eu mon repas ? Cet humain est trop paresseux. Dois-je gratter le canapé ou laisser une souris sur son oreiller ? La première pensée qui te vient à l'esprit est « Il y a des souris dans la maison ?» La seconde est plus pertinente. « Je suis en train de perdre la boule. Génial !» En mode pilotage automatique, tu verses un peu de lait dans le bol de Milo et tu en remplis un autre avec des croquettes. Le chat ne semble pas satisfait de ta vélocité si l'on en croit son « Oh, pour l'amour du ciel, bouge-toi, mec !» Ok, maintenant, tu vas devoir vivre en sachant que ton chat bien-aimé Milo a en réalité le caractère d'un vieil homme grincheux. Oh ! Tu décides de t'enfermer à nouveau dans la salle de bain parce que tu commences à te sentir épuisé. Tu t'assieds lourdement sur le couvercle des toilettes et tu manques de tomber de ton trône à la renverse lorsque tu entends des bruits de disputes bruyantes. Après avoir regardé autour de toi, tu découvres qu'apparemment, il n'y a pas seulement des souris, mais aussi des cafards dans ta maison. Tout simplement génial. Actuellement, tu as les yeux fixés sur un couple de ces insectes qui semblent se chamailler. Du moins, l'un d'entre eux accuse l'autre de... Attends, quoi ? De tricher ? Tu en as assez entendu. Tu t'apprêtes à sortir de la salle de bain quand tu entends un bang. Dans la salle de bain, tu trouves ton chat par terre sous un pot de fleurs brisé. Le pire, c'est qu'il a l'air vraiment blessé.
Il n'arrête pas de gémir et de miauler. J'ai mal, ma patte, aïe, aïe. Mais le canapé ne peut pas rester sans égratignure aujourd'hui. Tu attrapes Milo, le pousses dans sa caisse de transport. Hé, attention toi, le bipède! Et tu te diriges vers la clinique. Sur le chemin, tu dois te concentrer fortement pour bloquer le bruit des innombrables voix qui t'assaillent. La salle d'attente du vétérinaire est pleine. Tu vas devoir patienter longtemps. Une demi-heure plus tard, ta tête est prête à exploser. Tu as découvert que ce python jaune s'intéresse de façon suspecte au hamster que la jeune fille qui se trouve dans le coin serre contre sa poitrine. Si joli. Le hamster s'inquiète de sa réserve de noix. Où les ai-je cachés? Où? Un petit chien venu avec une dame âgée a peur des aiguilles. Si ce truc pointu s'approche encore une fois de moi, ils vont le regretter. Je détruirai tout le monde sur mon passage. Ton tour est enfin venu. La vétérinaire t'invite dans son cabinet et tu te penches pour récupérer Milo quand un jeune homme à l'air désespéré fait irruption dans la pièce. Mon chiot, qu'est-ce qu'il a? La vétérinaire te regarde en s'excusant, mais tu es concentré sur le chiot. Il a l'air faible, mais tu parviens à comprendre les mots « chocolat, miam ». Lorsque tu dis au vétérinaire et au propriétaire anxieux que le toutou a mangé du chocolat, qui est en fait un poison pour les chiens, ils te regardent d'un drôle d'air et disparaissent dans le cabinet du médecin. Quelque temps plus tard, le type sort, tenant le chien qui a l'air bien mieux qu'avant. Lorsqu'ils sont partis, le vétérinaire se tourne vers toi. « Comment avez-vous compris que ce chien avait mangé du chocolat ?»« Oh, nous y voilà !» Tu décides que l'honnêteté est la meilleure stratégie. Et tu dis au vétérinaire que tu peux comprendre ce que disent les animaux. Bien sûr, elle ne te croit pas. Tu dois faire des efforts pour la persuader. Mais avec l'aide de 2 autres chiens, de Milo et d'un vieil écureuil, tu parviens à lui faire croire ce que tu avances. Lorsque tu rentres à la maison, tu as la tête qui tourne et tu as très faim. Tu ne penses qu'à des œufs au plat et du bacon. Miam! Attends, du bacon? Mais c'est... Oh, visiblement à partir d'aujourd'hui, tu es devenu végétalien. Quoi qu'il en soit, c'est là que tout bascule. Tu ne sais pas comment cela s'est produit, mais tu deviens célèbre du jour au lendemain. Le lendemain matin, un grand bruit te réveille. Et ce n'est pas comme si des animaux te parlaient. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une foule de gens rassemblés autour de ta maison. Certains sont des journalistes, mais d'autres sont des propriétaires d'animaux de compagnie venus te demander de l'aide. Milo n'est pas content. Tout en grognant sans arrêt et en te traitant de tous les noms, il te mord la jambe et se réfugie sous les escaliers. Et toi, tu sors de chez toi pour parler aux gens et répondre aux questions des journalistes. Le soir, tu es épuisé, mais aussi heureux. Tu as sauvé plusieurs animaux aujourd'hui. Ils avaient de graves problèmes de santé et des troubles psychologiques que leurs propriétaires n'arrivaient pas à résoudre seuls. Allongé dans ton lit dans le noir, tu réfléchis à la façon dont tu pourrais utiliser tes pouvoirs. C'est alors que ton plan prend forme. Bientôt, tu deviens le spécialiste des soins aux animaux le plus renommé au monde. Tu écoutes les animaux parler de leurs problèmes, tu les soulages de leur dépression et tu les aides à résoudre les malentendus avec leurs propriétaires. Des émissions de télévision t'invitent pour des interviews, ta chaîne YouTube se développe chaque jour. Les gens te reconnaissent dans la rue et te demandent de prendre des photos avec eux. Tu voyages dans le monde entier, tu aides les espèces menacées et tu donnes des conférences. Tu ouvres des cliniques vétérinaires aux 4 coins du globe et tu invites les meilleurs professionnels à y travailler. Tu ne te sens jamais seul. Il y a toujours quelqu'un à qui parler ou à écouter. Au moins quelques oiseaux quand tu te promènes dans le parc ou quelques poissons quand tu as un rare moment de repos sur la plage. En même temps, tu as pris conscience du nombre d'animaux qui supplient pour obtenir de l'aide, mais personne ne peut les entendre. Tu décides alors d'endosser le rôle de leur porte-parole. Il s'avère que tu es maintenant célèbre non seulement dans le monde des humains, mais aussi dans celui des animaux. Ils sont reconnaissants et en retour, ils commencent à t'informer de différentes catastrophes naturelles qui sont sur le point de se produire sur la planète. Tu as entendu dire que les animaux pouvaient prédire les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Et si avant, les gens devaient faire des efforts pour remarquer le comportement inhabituel de certaines espèces,
Désormais, les animaux te transmettent simplement des informations sur ce qui va se passer et où. Avec le temps, tu remarques que tu passes moins de temps parmi les gens et plus de temps avec les animaux. Ensemble, vous planifiez des campagnes contre les zoos, les cirques et autres lieux où les animaux sont détenus contre leur gré. Et puis un jour, l'impensable se produit. Tu rentres chez toi lorsqu'une camionnette noire s'arrête à côté de toi. Plusieurs types masqués t'attrapent et te poussent à l'intérieur. Les portes se referment dans ton dos. À l'intérieur, tu découvres que plusieurs personnes influentes ne sont pas contentes de ton activité. Tu te rends compte que ce voyage ne va pas bien se terminer. Les gars te bandent les yeux et te conduisent quelque part. Mais à un moment, tu perds pied et tu te cognes la tête contre quelque chose. Très fort. Tu ouvres les yeux, Milo se tient au-dessus de toi et regarde ton corps étendu avec une certaine indifférence. Et puis la chose la plus terrible se produit. Il miaule ce qui ressemble à une phrase entière, se détourne et sort de la salle de bain. Et tu ne comprends pas un seul miaulement de ce qu'il dit. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve ? Bon, soyons réalistes. Nous, les humains, nous sommes plutôt ordinaires. Nous ne sommes pas des super-héros dotés de super-pouvoirs, n'est-ce pas ? Quoi ? Vous n'étiez pas au courant ? Le monde animal, quant à lui, possède un tas de super-héros. Certaines créatures va-et-vont éternellement, d'autres semblent se moquer des lois de la gravité. D'autres encore sont immunisés contre le venin, et d'autres enfin peuvent courir sur l'eau. Certains d'entre eux vous donneront des frissons. Le premier super-pouvoir de la liste est la capacité à vivre sans eau. Les rats kangourous peuvent se passer d'eau pendant des années. En fait, cela ne les dérange pas de vivre sans eau. Les humains, en revanche, ne peuvent survivre que 3 jours sans eau. Humains, 0, rats, kangourous, 1. Ces petits animaux vivent dans des zones désertiques extrêmement arides et doivent puiser l'eau dans les graines et les plantes qu'ils mangent. Bien que cela puisse paraître un peu inquiétant, les rats kangourous savent aussi extraire l'eau de leur urine avant d'aller aux toilettes. Ainsi, ils ne perdent pas une seule goutte de cette précieuse humidité. Cela pourrait s'avérer utile lors d'événements sportifs. Laissez-moi maintenant vous présenter le Peter Parker du monde animal. Tout à fait. On dirait que Spider-Man est bien réel, mais qu'il n'est pas humain. Voici un lézard gecko, ou plus simplement un gecko. Cette créature a la merveilleuse capacité de grimper sur toutes sortes de surfaces verticales et peut même se promener au plafond. Cet exploit qui défie les lois de la gravité est possible grâce au coussinet plantaire unique du lézard, recouvert de minuscules poils. Ils peuvent s'accrocher à presque toutes les surfaces, qu'elles soient lisses, dures, rugueuses ou molles. Un autre fait amusant à propos de ces lézards est qu'ils n'ont pas de paupières. Ils gardent donc toujours un œil grand ouvert sur ce qui se passe autour d'eux. Si tu te demandes comment ils font pour protéger leurs yeux, voici la réponse. Leurs yeux sont recouverts d'une membrane transparente, la cornée. Bien sûr, ils ne peuvent pas fermer les yeux, et s'ils ont quelque chose dans l'œil, ils le lèchent tout simplement. C'est vrai, ils nettoient leurs globes oculaires en les léchant. On peut imaginer qu'il s'agit d'un autre super-pouvoir. Des super-pouvoirs supersoniques ? Oui, bien sûr. Une crevette subtropicale d'environ 2,5 cm désoriente sa proie avec une onde de choc. Malgré sa taille modeste, la crevette pistolet est l'un des animaux marins les plus bruyants. Lorsque la crevette fait claquer ses pinces, elle crée un bruit aussi fort qu'un boom sonique. Naturellement, ce son étourdit la proie, et la crevette peut l'attraper sans trop d'efforts. Dans le monde de la bande dessinée, il y a Venom. Dans le monde animal, il y a un type que l'on peut appeler anti-Venom. Les opossums sont connus pour leur astuce bien pratique, qui consiste à faire semblant d'être décédés lorsqu'un prédateur les attaque. Mais ce n'est pas tout. Ces animaux sont également immunisés contre le venin de serpents à sonnette et de vipères péliades. Le secret réside dans un peptide qui aide les opossums à neutraliser les substances chimiques dangereuses. C'est la raison pour laquelle les serpents sont une des friandises préférées du régime alimentaire des opossums. Leur alimentation se compose par ailleurs d'un élément curieux, les tiques. Un opossum peut attraper environ 5000 tiques par saison, et la plupart d'entre elles sont prélevées sur son propre corps. Imaginez un poisson si célèbre qu'on l'appelle un poisson dangereux. Il s'agit du mbenga, qui se traduit littéralement par poisson dangereux en swahili. Ce monstre vit en eau douce et ne rechigne pas à manger un crocodile. Pas un crocodile entier,
mais le mbenga peut aisément en prendre une bouchée. Enfin, pour être honnête, les mbengas ont peur des crocodiles, tout comme les crocodiles ont peur des mbengas. Vous regardez cette vidéo à l'aide d'un P pareil, n'est-ce pas? Eh bien, tous les gadgets que nous possédons, nous les devons d'une certaine manière aux anguilles électriques. Tous les gadgets ont des batteries, et les anguilles ont beaucoup contribué à l'invention d'une batterie électrique en 1800. Je sais, les batteries ont changé de manière méconnaissable depuis lors, mais tout de même, la première batterie électrique a été inventée grâce aux anguilles électriques. Quoi qu'il en soit, si vous en voyez une et que vous voulez la remercier pour sa magnifique invention, évitez de le faire. Le problème, c'est qu'elles peuvent délivrer des chocs allant jusqu'à 860 volts. Vous ne voulez pas en faire l'expérience. Parlons maintenant du comte Dracula du règne animal. Non, je ne parle pas des chauves-souris. Je parle du poisson vampire à crocs. Ces poissons sont connus sous le nom de payara et ont 2 longs crocs qui dépassent de leur mâchoire inférieure. C'est pourquoi certaines personnes les associent aux vampires. Les hippopotames sont les gourous de la beauté puisqu'ils savent comment économiser une fortune sur les soins de la peau. Vivant sous le dur soleil africain, ces animaux sécrètent une substance huileuse rouge ressemblant à de la sueur qui s'évapore et garde le corps des animaux au frais. De plus, ce liquide sert à la fois de crème hydratante, d'écran solaire et d'antibiotiques, mais elles ne sont pas les seules à disposer d'un tel super pouvoir. Les crevettes mantes savent, elles aussi, produire un écran solaire naturel, mais elles l'utilisent pour protéger leurs yeux. Il s'agit de pigments d'acides aminés, et ces pigments agissent comme des filtres spéciaux qui contribuent également à la netteté de leur vision. C'est ce que j'appelle être multitâche. Les suricates ont des taches sombres autour des yeux, ce qui les rend encore plus mignons. Mais ces cercles noirs ne sont pas là uniquement pour rendre nos amis encore plus adorables. Ils font également office de lunettes de soleil intégrées. La fourrure foncée des taches bloque le soleil brûlant, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. De plus, grâce à cela, la sentinelle, un suricate qui surveille les oiseaux et autres prédateurs, peut facilement voir venir le danger et alerter ses compagnons. Les chèvres sauvages sont célèbres pour leur talent d'escalade, mais c'est le bouquetin des Alpes, dans le nord de l'Italie, qui est le champion. Cet animal peut escalader presque toutes les surfaces verticales, défiant ainsi plusieurs lois de la physique. Il est intéressant de noter que les animaux qui marchent sur les parois des falaises les plus abruptes sont généralement des chèvres mères, accompagnées de leurs petits. Les grands mâles préfèrent garder leur distance et utiliser des surfaces horizontales planes. Ils sont malins. Les saumons sont d'habiles navigateurs qui pourraient en faire rougir de honte la plupart des conducteurs. Cependant, cette compétition ne serait pas équitable. Après tout, les saumons peuvent sentir le champ magnétique de la planète et s'en servir pour s'orienter s'ils se perdent. Si vous avez du mal à vous orienter en ville, un saumon pourrait vous aider. N'oubliez pas d'attacher l'aquarium. Certains animaux se protègent avec du venin ou de vilaines morsures, tandis que d'autres utilisent des astuces chimiques pour se protéger. Écoutez ceci. Certaines espèces de mille-pattes produisent du cyanure d'hydrogène et l'exsudent lorsqu'ils se sentent menacés. Le cyanure d'hydrogène est inodore, mais très toxique. Un seul petit mille-pattes ne peut pas vous blesser gravement, mais vous risquez d'avoir des brûlures, voire des cloques si votre peau est sensible. De plus, pour rendre le tableau encore plus effrayant, certains mille-pattes brillent dans le noir. Alors faites attention. Et si vous voyez un point lumineux rampant la nuit, sauvez-vous aussi vite que possible. Lorsque le Bombix se sent menacé, il pulvérise un liquide brûlant à partir de l'extrémité de son abdomen en émettant un bruit sec. Dès que le lépidoptère sent un danger, une réaction chimique se déclenche dans des réservoirs spéciaux situés dans son abdomen. La chaleur dégagée par ce processus atteint presque le point d'ébullition et produit également un gaz spécial qui déclenche l'éjection. Cette super protection est généralement fatale pour les insectes attaquants. J'imagine. Les lézards Jésus-Christ ont l'étrange capacité de courir sur l'eau. Tout d'abord, leurs pattes arrière sont équipées de longs orteils, dont les franges de peau peuvent s'étaler sur l'eau. Ainsi, une plus grande surface du pied du lézard est en contact avec l'eau. Ensuite, lorsqu'il court sur l'eau, ses pattes buent à une vitesse incroyable. Cela crée de petites poches d'air qui empêchent l'animal de se noyer en le maintenant à la surface.
Les puces ne sont pas toujours très intéressantes, mais cela ne les rend pas moins étonnantes. Ces minuscules bestioles peuvent sauter environ 50 fois la longueur de leur corps. Si les gens pouvaient en faire autant, nous serions capables de sauter approximativement à 1,5 km dans les airs. Eh bien, essayons. Le plus curieux dans l'étonnante capacité des puces, c'est qu'elles tirent la plus grande partie de la puissance de leurs sauts de leurs orteils, et non de leurs genoux. Quel est votre super pouvoir animal préféré? Je vote pour le rat kangourou. Je n'aime pas faire la queue pour aller aux toilettes. Le ciel vire soudainement à l'orange. En levant les yeux, tu ne vois que des millions de papillons. Tu as eu la chance d'assister à un spectacle naturel sans nul autre pareil. La migration annuelle des papillons monarques. Chaque automne, lorsque les jours raccourcissent et que les températures baissent dans le nord-est des États-Unis et au Canada, ces magnifiques créatures quittent leurs aires de reproduction estivale. Elles parcourent jusqu'à 5000 km jusqu'au Mexique et n'en reviennent jamais. Leur terrain d'hivernage idéal se niche dans les montagnes. Des millions de papillons monarques y vivent en sécurité dans l'épais branchage des pins Oyamel. Une fois l'hiver terminé, il est temps pour eux de remonter vers le nord. Ils font d'abord une halte aux abords du Texas pour s'accoupler et pondre leurs œufs sur des plants d'asclépiades. Quelques jours plus tard, ces œufs se transforment en chenilles, qui se nourrissent de la plante jusqu'à ce qu'elles se transforment en papillons adultes. C'est ensuite à leur tour de poursuivre leur voyage vers le nord, à la recherche d'un nouveau lieu de reproduction. Ainsi, les générations se succèdent au cours de leur périple, et il peut en falloir jusqu'à 5 pour atteindre la destination finale du Canada. C'est un véritable mystère de la nature que ces papillons voyageant vers le sud puissent vivre jusqu'à 8 mois au gré des courants aériens, lorsque la même espèce au retour ne complète son cycle de vie qu'en 5 à 7 semaines. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les monarques migrent, ni comment ils font pour se repérer. Tout cela pourrait être lié à la floraison des asclépiades, leur principale source de nourriture. Et les papillons se déplacent probablement en fonction de la position du soleil. Les baleines à bosse sont de véritables championnes en matière de migration et de gigantisme au sein des mammifères. Elles parcourent jusqu'à 8000 km à la poursuite de leur repas. En été, elles se déplacent vers les pôles, dans des eaux plus froides, où le krill et les petits poissons abondent. En hiver, elles se dirigent vers le sud, vers les eaux tropicales de l'équateur. Les baleines migrent également pour s'accoupler. Elles ont des territoires spécifiques où elles se rassemblent dans ce but. Pendant la saison de reproduction hivernale, il est possible d'entendre les baleines à bosse mâle chanter, probablement pour attirer les femelles ou signaler leur territoire. Ils produisent une longue série d'appels et peuvent répéter le même chant pendant plusieurs heures durant. Lorsqu'un nouveau chant se fait entendre, tous les chanteurs qui migrent aux alentours reprennent la nouvelle mélodie. Il est étonnant de voir comment ils y parviennent alors que la distance entre les groupes peut être de plus de 5000 km. Les tortues de mer migrent pour des raisons plus sentimentales. Depuis des centaines de millions d'années, ces mignonnes petites bêtes retournent à l'endroit exact où elles sont nées pour y pondre leurs œufs. Elles peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres, surtout lorsque la saison change et que les eaux atteignent une température plus confortable. Cela peut leur prendre des années, car certaines d'entre elles traversent l'océan Pacifique de l'Indonésie jusqu'à la côte ouest des États-Unis et du Canada, ce qui représente un total de 6000 km. Mais comment retrouver l'endroit exact dont elles ont besoin si leurs parents ne leur en ont jamais laissé les coordonnées GPS? Des scientifiques ont découvert qu'elles se repéraient en utilisant les lignes invisibles du champ magnétique terrestre. Il s'avère que chaque partie du littoral présente des caractéristiques magnétiques uniques. Les tortues s'en souviennent et se déplacent ainsi à l'aide de leur boussole interne. Le champ magnétique change lentement mais sûrement, et les tortues doivent donc déplacer leur site de nidification en conséquence. Les saumons naissent dans les cours d'eau douce et rejoignent l'océan à l'âge juvénile. Le saumon de l'Atlantique est brun et tacheté lorsqu'il parcourt des centaines de kilomètres en eau douce, puis prend une teinte argentée dans l'océan, où il parcourt plus de 1000 kilomètres. Les saumons adultes restent dans l'océan pendant 1 à 5 ans, se nourrissant principalement de zooplancton. Il est ensuite temps pour eux de retourner en eau douce pour frayer. Sur le chemin du retour vers leur zone de reproduction, il leur faut remonter des centaines de mètres de dénivelé à contre-courant dans les torrents de montagne.
Ce voyage difficile s'appelle la migration du saumon. Ils entreprennent cette remontée parce qu'ils savent que le cours d'eau vers lequel ils se dirigent sera propice à la ponte et qu'ils y croiseront les bonnes espèces avec lesquelles s'accoupler. Les jeunes saumons se souviennent de l'odeur de leur cours d'eau d'origine et notent probablement même les différents points du trajet vers l'océan pour le retrouver. Tout comme les tortues de mer, ils utilisent le champ magnétique terrestre comme boussole pour leur déplacement. Le saumon du Pacifique et la plupart des saumons mâles de l'Atlantique ne vivent que quelques semaines après le frai, et quelques saumons femelles de l'Atlantique survivent et migrent à nouveau vers l'océan. Les caribous, plus connus sous le nom de rennes, sont les champions de la distance de migration parmi les mammifères terrestres. Chaque printemps, ils parcourent une étendue d'environ 650 km en Alaska, de leur garde-manger hivernal à leur aire d'alimentation estivale. Les individus parcourent jusqu'à 5000 km, mais la migration des troupeaux est bien plus spectaculaire. Le plus grand, le troupeau de l'Arctique de l'Ouest, compte pas moins de 2000-6000 membres, et son territoire de migration couvre une superficie supérieure à celle de la Californie. Les scientifiques posent des colliers émetteurs sur certains membres du troupeau et prennent des milliers de photos afin de les dénombrer. Ce recensement est organisé tous les 3 ans, par temps clair, afin de voir si les chiffres de leur population augmentent ou diminuent et de suivre leur schéma de migration. Les caribous s'infligent toutes ces difficultés migratoires afin d'élever leurs nouveau-nés en toute sécurité. Ils atteignent ainsi des zones reculées où les aigles royaux, les loups et autres grizzlies n'importuneront pas les jeunes pendant leurs premières semaines, qui sont les plus vulnérables. Une autre bonne raison de prendre la route vers le nord est de se protéger des moustiques, qui seraient un véritable fléau pendant les mois les plus chauds. De plus, les rennes se procurent dans des aliments frais et de saison dans les régions où ils séjournent. Leur migration contribue à fertiliser les terres qu'ils traversent. Ce qui signifie que la toundra devrait les remercier de régénérer et de protéger ces étendues. Les gnous sont apparentés aux antilopes et aux gazelles. Ils passent la majeure partie de leur vie dans les plaines du Serengeti, au sud-est de l'Afrique, où ils paissent dans les savanes touffues. Chaque année, à la fin de la saison des pluies, normalement en mai ou juin, des millions de gnous se dirigent vers le nord-ouest à la recherche de pâturages plus verts, puis reviennent. Cette migration est si spectaculaire qu'elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde naturel. Malheureusement, tous les gnous n'atteignent pas leur destination finale car ils doivent traverser des rivières remplies de crocodiles et se jouer des lions affamés et d'autres prédateurs. Si l'on observe les itinéraires de migration des libellules, on peut affirmer qu'elles sont de véritables globe-trotteuses. Les scientifiques ont découvert une de ces routes, qui s'étend de l'Inde aux Maldives, puis aux Seychelles, au Mozambique et à l'Ouganda et en chemin inverse, sur une distance d'au moins 14 000 km. Il s'agit de la plus longue migration d'insectes connue à ce jour. Il semble qu'elles entreprennent cette épopée lorsque les températures atteignent un certain seuil et que les jours commencent à s'allonger. Elles suivent alors les pluies qui commencent pendant la saison des moussons en Inde et arrivent pendant la saison des pluies en Afrique de l'Est et du Sud. Un seul de ces fragiles insectes ne peut affronter tout le voyage. Il s'agit donc d'une sorte de course de relais qui comprend 4 générations de libellules. Chaque génération joue son rôle dans le périple. Les chercheurs ne peuvent pas installer de traceurs radio sur les libellules, comme ils le font avec d'autres animaux, car les insectes sont trop petits. Pour reconstituer le puzzle de leur route migratoire, ils ont donc analysé 21 années de données fournies par des amateurs bénévoles, ainsi que des échantillons d'ailes provenant de musées. Chacun de ces échantillons portait un code chimique qui permettait de déterminer approximativement la provenance de l'insecte. Ces données ont aidé les scientifiques à comprendre la distance parcourue par tel ou tel insecte à l'âge adulte. On sait que les éléphants traversent l'Afrique depuis des siècles. Ils se fient à la mémoire du chef de leur troupeau pour se souvenir de ces périlleux itinéraires migratoires. Ce grand chef des éléphants guide tous les autres vers des sources d'eau et de nourriture lorsque les saisons changent. Les éléphants migrent également pour éviter les dangers, qui sont le plus souvent représentés par l'homme. Les éléphants ont développé leur propre méthode de communication pour transmettre des informations sur un éventuel danger. Ils utilisent des sécrétions chimiques, des vibrations, des gestes et le toucher. Récemment, de nombreux pays d'Afrique ont restauré certaines des plus anciennes voies de migration des éléphants. Ces animaux à grandes oreilles évitent généralement les zones dangereuses pendant des générations, mais dès qu'ils savent que la route est sûre, ils l'empruntent à nouveau.
Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retriever mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 360 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes, elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le velociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes.
Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Encore raté! Tu viens de perdre 1 heure à courir partout avec un journal enroulé en essayant d'attraper cette mouche qui n'arrête pas de bourdonner autour de ta tête. 3 questions. Pourquoi n'a-t-elle pas peur de toi? Pourquoi ne part-elle pas ailleurs? Et comment se fait-il qu'elle soit si incroyablement rapide? Les mouches ont en fait une vitesse assez normale pour leur taille. C'est toi qui es juste un peu trop lent. Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit.
1 seconde pour toi équivaut à 5 ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Lâche un ballon de baudruche par la fenêtre de ta chambre et regarde-le tomber par terre. C'est à peu près la lenteur avec laquelle une mouche voit se mouvoir les choses. Elle a donc des réflexes dignes d'un ninja, mais elle a aussi des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui captent la lumière en même temps. Tu utilises de petits muscles pour tourner tes yeux et ta tête afin de regarder dans différentes directions. Les mouches n'ont pas ces muscles, elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps, ou presque. Peu importe de quel côté tu attaques, cette mouche va presque certainement te voir venir. Tu as probablement déjà vu des avions supersoniques dans les films, volant et se retournant à une vitesse incroyable. Une mouche est à peu près comme ça, mais avec des ailes bien plus élaborées. Elle peut changer de direction en plein vol, s'arrêter et esquiver tout obstacle. Elle peut même calculer une trajectoire de vol avant de décoller. Bon, cette fois, tu vas vraiment écraser cette mouche. Tandis que tu lèves ton papier enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où il va atterrir. La mouche met immédiatement son corps dans la position parfaite, prête à effectuer une manœuvre d'évitement. Si ta main se déplace devant l'insecte, ses pattes s'inclinent immédiatement vers l'arrière pour l'aider à s'envoler dans l'autre direction. Waouh! Cette mouche ferait un excellent boxeur ou un très bon gardien de but. Mais pourquoi cette mouche se donne-t-elle la peine de rester dans le coin alors que tu essaies sans cesse de l'écraser? Eh bien, parce que ton corps est un festin 5 étoiles et que ta peau est la table du buffet, avec des rangées et des rangées de délicieuses friandises. Quand tu te déplaces dans la journée, ta peau libère de la sueur, des protéines, des glucides, du sel, du sucre et d'autres produits chimiques dont les mouches raffolent. Imagine que tu marches dans le désert et que tu as faim et soif. Tu arrives sur une grande dune de sable et tu l'aperçois. De la nourriture à volonté. Des tables de fruits, des sucreries, des sandwichs et la plus grande fontaine de soda au monde. Le videur a l'air d'être gros, dur et rond. C'est une tortue géante. Maintenant, tu sais pourquoi la mouche reste dans les parages. Tu es la tortue. Tu as pourtant une petite chance d'écraser cette mouche, mais elle va quand même s'échapper 8 fois sur 10. Disons qu'une mouche est posée sur la table de ta cuisine. Voici ce que tu dois faire. Tu dois viser quelques centimètres devant l'endroit où tu penses qu'elle va s'envoler. Le cerveau de la mouche pensera que tu vises droit sur elle, donc tu peux la déjouer et la prendre par surprise. Le problème, il est très difficile de prédire le chemin que prendra la mouche pour s'échapper. Si tu es trop lent, pourquoi ne pas appeler du renfort? Voici la cicindelle, vitesse 2,5 mètres par seconde. Elle ne peut pas voler, mais ça n'a pas d'importance. Ce coléoptère court si vite qu'il perd la capacité de voir lorsqu'il se déplace. Il identifie une cible et ensuite se met à courir sur elle. Ce n'est pas un ninja comme la mouche et il ne peut pas changer de direction à mi-chemin. Il doit s'arrêter avant chaque course. Tu marches à environ 1,5 mètres par seconde, donc la cicindelle va 2 fois plus vite que toi. Mais pour sa taille, elle est incroyablement rapide. Elle parcourt 125 longueurs de son corps en 1 seconde. Disons que tu fasses 1,80 m. Tu devrais courir 230 mètres en 1 seconde pour être aussi rapide. Si elle se trouve sur la même surface que la mouche, cette dernière n'a aucune chance de lui échapper. Ou peut-être qu'il est temps de faire appel aux forces aériennes. La libellule est l'insecte volant le plus rapide du monde. Cette petite créature peut atteindre 55 km/h. C'est plus rapide qu'un vélo qui descend une colline à toute vitesse. Les ailes de la libellule lui permettent aussi de voler en arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, comme un hélicoptère. Peu importe la vitesse à laquelle la libellule se déplace, elle laisse peu de chance à la mouche. Les mouches, les libellules et les cicindelles sont rapides parce qu'elles évitent de passer trop de temps à l'extérieur. Il y a beaucoup de créatures affamées dans les environs. Mais il existe un insecte qui court vite parce que s'il s'arrêtait, aïe! Pour rencontrer une fourmi argentée si rapide, il faut aller dans le désert du Sahara. Le sable y est si chaud que tu pourrais y faire frire un œuf, bien sablonneux. C'est pourquoi la fourmi argentée se déplace à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Elle ne veut pas se brûler les pattes. Elle a aussi des poils en forme de triangle qui réfléchissent la chaleur, ce qui l'aide à échapper au soleil brûlant. Si cette fourmi était de taille humaine, elle pourrait courir à 600 km/h, plus vite que la voiture la plus rapide du monde.
Une autre fourmi détient un record de vitesse. La fourmi Dracula ne peut pas courir aussi vite que la fourmi argentée, mais elle a la bouche la plus rapide du monde. Elle peut ouvrir et fermer ses mâchoires 5000 fois en un clin d'œil. Voici un autre insecte rapide, cette fois-ci un peu plus près de la maison, ou même à l'intérieur. La blatte américaine peut se cacher dans les murs, derrière le poêle, à peu près partout. Il est presque impossible de l'attraper, elle peut courir à 1,5 mètre par seconde. C'est grâce à ses 6 pattes, chacune ayant 3 genoux. Ses pattes sont couvertes de petits poils qui détectent tout changement dans l'air. C'est pour cela qu'elle réagit si vite quand tu entres dans la cuisine et que tu allumes la lumière. Et le détenteur du record mondial de la créature la plus rapide sur Terre est de la taille d'une graine de sésame. C'est une sorte d'acarien et il peut se déplacer à 322 longueurs de son corps par seconde. Si tu grossissais cet acarien pour lui donner une taille humaine, il pourrait aller presque 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut même changer de direction en se déplaçant. Cela en fait la créature la plus rapide et la plus insaisissable de la planète. Mais trouvons maintenant des animaux qui nous permettent de soutenir la comparaison. L'escargot de jardin appartient à la famille des mollusques et aime prendre son temps. Si tu te déplaçais à la vitesse d'un escargot, tu ferais 2 pas toutes les 2 heures. Mais les escargots ne s'en soucient pas. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Ils utilisent leurs coquilles pour se protéger, mais ils ont aussi d'autres astuces. Certains escargots dégagent une odeur désagréable pour que personne ne les dérange. S'il fait trop chaud et trop sec, les escargots se cachent dans leurs coquilles et s'enferment dans la bave fraîche qu'ils fabriquent. Cette bave les aide aussi à grimper aux arbres. Les paresseux sont les mammifères les plus lents de la planète. Grâce à leur métabolisme lent, la nourriture peut prendre jusqu'à 16 jours pour être digérée. Il ne serait pas si difficile d'attraper l'un d'entre eux, mais paradoxalement, leur lenteur les aide. En effet, comme un paresseux ne fait pas de mouvements brusques, les prédateurs ne les remarquent tout simplement pas là-haut parmi les feuilles. Le lamantin est l'une des créatures marines les plus lentes, mais ils ne s'inquiètent pas trop que quelqu'un les embête, sauf peut-être les humains sur des bateaux à moteur. Ils sont énormes et leur peau est très épaisse, un peu comme un tank marin, mais en bien plus mignon. Un autre nageur relativement lent est le requin du Groenland. Il nage à moins de 1 km/h. Comme le lamantin, il est suffisamment grand, si bien que personne n'est susceptible de le défier en face à face. Mais cela conduit à la technique de grignotage la plus hilarante qui soit. Le requin du Groenland est en fait plus lent que tous les poissons présents dans l'eau. La seule chance qu'il ait est d'attendre que certains de ces poissons s'endorment, puis c'est l'heure du dîner pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur mode de vie paisible prolonge en fait leur espérance de vie. La durée de vie moyenne d'un requin du Groenland est de 300 à 500 ans. Ils vivent dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Imagine, tu es en croisière et tu vois un de ces géants au ralenti. Il pourrait avoir 400 ans de plus que toi. Psst, cours! Vraiment! Ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement? Toc toc! Un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takae, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça,
Tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takae a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux! Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes, les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les Néo-Guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un! Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906, mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment, mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture? Eh bien la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016. Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis, quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney.
c'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé 3 de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où? Tu as 3 options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu? Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes. Et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100, et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne, un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leur mouvement, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hey, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint, n'est-ce pas? La simple vue de son aileron nous arrête presque le cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens aussi nerveux d'aller te baigner. Ce chasseur géant aux dents en forme de couteau est bien connu. C'est le grand requin blanc. Et si cette terreur ultime des océans devait plier bagage, ce devrait être pour une bonne raison. Mais qui pourrait bien faire peur aux dents de la mer? Un monstre Lovecraftien géant qui ferait même passer le mégalodon pour du menu frétin? Non, pas tout à fait. Rien ne nettoie les océans aussi efficacement que les orques. Lorsqu'un groupe d'entre elles cherche de la nourriture, comme des otaries ou des calamars, même les plus gros et les plus effrayants des requins quittent la zone sans même se retourner. On ne sait pas si elles visent spécifiquement les requins blancs ou si elles ne font qu'empêcher la concurrence d'entrer dans la zone. Mais selon les experts, les requins fuient face à elles et ne reviennent parfois pas avant l'année suivante. Et c'est logique. Les orques sont beaucoup plus grandes que les grands blancs et elles ont de nombreuses dents qu'elles savent utiliser pour satisfaire leur appétit vorace. Les orques sont également très intelligentes et travaillent en équipe pour obtenir ce qu'elles veulent. Qu'il s'agisse d'attraper un banc de poissons, d'éloigner les phoques de la glace ou même de chasser des baleines à bosse. Alors, si même le grand requin blanc a peur de la puissante orque, devrait-on en faire de même? Personnellement, je garde mes distances avec tout animal sauvage. Mais tu seras peut-être rassuré de savoir que les orques sont très difficiles en matière de nourriture et les humains ne figurent pas sur leur menu. Il est donc peu probable qu'elles modifient leur régime simplement parce que tu te trouves dans les parages. Au fait, les orques ne sont pas des baleines. Techniquement, elles correspondent à la plus grande espèce de dauphin. Et les requins ont aussi peur de leurs cousins, les grands dauphins. Un seul d'entre eux est plus fort qu'un requin, alors imagine lorsqu'ils sont en groupe. Les requins sont facilement dépassés par la grande agilité de ces mammifères marins qui utilisent leur long museau comme un bélier.
Cela dérange tellement le requin qu'il préfère tout simplement quitter la zone. Maintenant, si on pense aux autres grands chasseurs du règne animal, les loups nous viennent toujours à l'esprit. Une meute peut s'emparer d'un vaste territoire et comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent choisir tout ce qui leur plaît parmi un vaste menu. Les loups sont intelligents, rapides et agiles, mais leur plus grand avantage est sans doute leur nombre. Si les grizzlies ou les pumas pouvaient prendre le dessus face à un seul d'entre eux, le nombre joue toujours en faveur des loups. Le chasseur devient alors le chassé. Et même seul, le loup reste terrifiant. Il est trop difficile pour un autre animal de s'en prendre à un loup solitaire, alors on les laisse généralement tranquilles. Imagine-toi maintenant pouvoir traquer un sanglier par des températures inférieures à 0, vêtu d'orange dans un environnement complètement enneigé. Le tigre de Sibérie excelle dans ce domaine. Long de plus de 3 mètres et pesant jusqu'à 180 kg, c'est le plus grand de tous les chats sauvages. Ce félin pourrait facilement sauter par-dessus toi, tout en portant 2 fois son propre poids. Le seul animal qui peut vraiment le défier serait un ours brun assez grand, et ce serait un réel défi. Pas étonnant que le tigre de Sibérie soit au sommet de la chaîne alimentaire, là où il vit. Quant au grand patron en Amérique du Sud, ce serait l'anaconda vert. Même les jaguars et les caïmans ne sont pas tranquilles face au plus grand serpent du monde. Les eaux troubles des rivières et leurs berges dissimulent parfaitement ce serpent géant qui passe totalement inaperçu. Allongé là, à attendre qu'une victime s'approche d'un peu trop près. Et pan, il frappe! Il se sert de ses dents courbes et effilées et de ses 4,50 m de muscles pour maintenir son repas en place. Heureusement pour la plupart des autres animaux, après avoir avalé son repas, un anaconda peut passer des semaines, voire des mois à le digérer. Mais le plus gros serpent du monde n'est pas le plus dangereux. Ce titre appartient au mamba noir. Les lions, les hyènes tachetées, les girafes et même les éléphants l'évitent à tout prix. Ils savent tous qu'une simple morsure les terrassera. Pouvant atteindre 4 mètres de long, c'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde après le cobra royal. Le mamba noir d'Afrique est le serpent le plus rapide du monde. Il peut filer jusqu'à 19 km/h. C'est à peu près la vitesse maximale de la plupart des tapis roulants. Cette voisine de l'anaconda vert a beau ne pas être la bosse, elle mérite quand même d'être mentionnée, l'anguille électrique. Très peu d'animaux sont prêts à affronter une créature aussi chargée qu'elle. Elle possède environ 6000 cellules spéciales qui peuvent produire jusqu'à 800 volts d'électricité. C'est 3 à 6 fois plus fort qu'une prise murale. C'est suffisant pour assommer un cheval ou pour éclairer un sapin de Noël. En 2019, un aquarium américain a accroché des guirlandes électriques à son bassin à anguilles. Chaque fois que l'anguille lançait une décharge, les ampoules s'illuminaient. Il paraît que l'anguille électrique peut donner une double décharge grâce à un pouvoir dit révoltant. Non, c'est un jeu de mots. Par contre, l'anguille électrique a besoin de respirer de l'air en remontant à la surface toutes les 10 minutes pour remplir sa bouche d'air. Oui, son seul poumon est dans sa bouche. Et qu'en est-il du roi de la jungle ? Il porte ce titre juste dans les livres et dans les films, car pour commencer, il vit dans les plaines africaines et non pas dans la forêt. Et toute une série de prétendants comme les hyènes, les léopards et les crocodiles tentent sans arrêt de s'emparer de sa couronne. Même les zèbres et les girafes peuvent arrêter ce grand félin d'un coup de sabot bien placé. Si l'on s'en tient à la seule force de morsure, le crocodile du Nil a la plus grande jamais mesurée. Ses mâchoires sont 5 fois plus puissantes que celles d'un lion. Étant donné qu'il vit dans l'eau, il suffirait d'éviter de se baigner. Mais bonne chance pour éviter un lion. Ils peuvent courir à 80 km/h, sauter la longueur d'un bus et même grimper aux arbres. Mais le principal concurrent du lion au titre du roi est le lycaon. Ces deux espèces s'affrontent souvent car elles chassent la même nourriture dans la même zone. Face à un groupe de lionnes, les lycaons n'ont pas d'autre choix que de fuir. Mais ils ont un avantage sur les félins, leur endurance. Les lions peuvent atteindre une vitesse incroyable, mais uniquement sur une courte distance. Cela demande trop d'énergie pour déplacer ces 180 kg de muscles sur de longues distances. Par contre, les lycaons ont de longues pattes élancées et de très grands poumons. Cela signifie qu'ils peuvent courir vite et tenir la cadence sur des kilomètres. C'est comme ça qu'ils chassent, en fatiguant leur déjeuner. Il y a encore un animal assez courageux pour affronter le roi si ce dernier se montre trop curieux, l'hippopotame. Ils ont beau sembler gentils et inoffensifs, les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux de la planète. D'après les statistiques, ils font plus de victimes que les grands requins blancs. Et ce ne sont pas les patapoufs qu'on s'imagine. Ils sont tout en muscles et pèsent autant qu'une voiture. Leurs canines pointues peuvent être plus longues que ton avant-bras et ils n'ont peur de rien.
Même les lions et les crocodiles préfèrent garder leur distance. Leur nom signifie cheval d'eau et ils passent jusqu'à 16 heures par jour en immersion. Mais le plus drôle, c'est que les hippopotames ne savent pas vraiment nager. Si tu crois en voir un nager, ils marchent en fait sur le fond. Ils peuvent tout de même battre la vitesse des meilleurs nageurs olympiques, alors fais attention. Et oui, attention le lion! Les hippopotames sont peut-être les vrais rois de l'Afrique. Mais je ne m'approcherai pas d'eux pour leur remettre la couronne. Quant au souverain des forêts, c'est le grizzly. Pesant plus d'une demi-tonne, on aurait tort de croire que ces grosses boules de poils sont lentes et maladroites. Le grizzly peut courir à 40 km/h sur de longues distances, et ce en montée, en descente et sur tous les terrains. C'est le 4x4 du monde animal. N'ayant aucun prédateur naturel, le grizzly est au sommet de la chaîne alimentaire. Heureusement qu'il dort un tiers de l'année. J'espère juste pour toi que tu ne tomberas jamais sur l'un d'eux, surtout avant qu'il n'entre en hibernation. Ces ours passent les mois d'automne à s'engraisser pour tenir l'hiver, donc ils sont encore plus affamés que d'habitude. Étant le plus grand oiseau de proie d'Amérique du Nord, l'aigle royal se retrouve partout en Amérique du Nord, aussi bien dans les forêts que dans les montagnes. Il fait presque 2 mètres d'envergure et on ne parle pas de vision d'aigle pour rien. Ces oiseaux peuvent repérer un lapin à 5 km depuis les airs. C'est comme si tu voyais une fourmi depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages. Les aigles royaux peuvent aussi plonger rapidement depuis une très grande hauteur. Au cours de ces piquets, ils atteignent des vitesses dépassant les 320 km/h, aussi vite qu'une flèche en vol.